curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'interviewer le docteur Chloé Bramy, qui est médecin oncologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Elle va nous parler de sa vision de la santé, mais aussi de son envie d'une médecine plus intégrative. Bonjour Chloé. Bonjour Cindy. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le métier d'oncologue ? Être oncologue, c'est prendre en charge des patients atteints de cancer à différents stades de la maladie, en utilisant les outils de la science, c'est-à-dire la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et encore de nouvelles molécules qui existent chaque année dans le but de guérir ou d'accompagner les patients. Pourquoi êtes-vous devenu médecin et plus particulièrement oncologue ? C'est une vaste question. Je crois que j'ai envie d'être médecin depuis que j'ai 6 ans. Je pense que mes parents y sont pas pour rien. J'ai un père chirurgien et une mère tournée vers les thérapies complémentaires. Et puis c'est mon chemin de vie qui m'a conduit vers la cancérologie. Mais en tout cas, c'est une envie intrinsèque depuis déjà le plus jeune âge. La santé, c'est quoi pour vous ? La santé, pour moi, en fait, je reprends très très souvent la définition de l'OMS. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et psychique, et non seulement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est une définition qu'on oublie et finalement qui recentre, je trouve, très bien sur la globalité du corps humain en rapport avec son environnement. Et donc pour la maladie, comment vous la définiriez du coup ? La définition de la maladie, elle est très vaste parce qu'il existe évidemment des maladies qui sont directement génétiques, mais la plupart du temps, c'est quand même un déséquilibre entre notre environnement et notre terrain, induit par différents facteurs, et notamment des facteurs génétiques, environnementaux, etc. Et est-ce qu'il est possible, selon vous, d'agir en amont de la maladie ? Oui, tout à fait. La prévention, c'est en tout cas en cancérologie une part fondamentale. Et je pense dans toutes les maladies, en tout cas les maladies chroniques, ça fait partie des missions de prévention en santé avec des actions ministérielles qui sont de plus en plus importantes. Donc oui, bien sûr. Comment on peut amener les patients justement ou toutes les personnes à prendre en considération la prévention ? Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense quand tout va bien. Par exemple, avec ce que tu es en train de faire, il y a des actions qui vont être des actions de prévention, on va dire, à l'échelle nationale, alors qui ont une action pas forcément, on va dire, pertinente parce qu'on s'est rendu compte dans les préventions en santé qu'il y avait une importance d'identification. Et puis ensuite, il y a des façons de prévenir à l'échelle individuelle, c'est-à-dire vraiment par rapport au terrain. Et je pense qu'avec l'approche, en tout cas ce que tu essayes d'expliquer sur l'alimentation, l'activité physique et plein d'autres actions du mode de vie, ce sont des façons de prévenir en tout cas les maladies chroniques. Comment se déroule une consultation en oncologie ? Trop courte. Quand on est cancérologue, malheureusement, on aimerait, en tout cas, je parle pour moi, passer du temps avec nos patients. On est un petit peu contraint vis-à-vis du système. Donc, en général, il y a un interrogatoire, comme c'est beaucoup le cas en médecine. Et puis, un examen clinique. Et puis, on fait une synthèse de la consultation. Voilà. On appelle ça l'interrogatoire en médecine ? Oui. Et donc, ça te permet quand même de retracer le profil du patient ?
Oui, alors il y a toujours la première consultation qui est un petit peu plus longue, où en effet on retrace l'histoire de la maladie, le terrain, le mode de vie, ce qu'on appelle le mode de vie, en essayant un petit peu de connaître finalement l'individu qui est en face de nous. Que doit faire exactement une personne à qui on diagnostique un cancer ? Comment elle s'oriente au niveau des traitements? Donc elle doit directement aller dans un centre d'oncologie, elle doit... Alors, ça dépend déjà du cancer. Très, très souvent, il y a quand même une prise en charge par le médecin traitant qui peut faire le relais entre l'oncologue et la médecine de ville. C'est quand même, je pense, dans 80% des cas comme ça que ça se passe. Et puis, bien sûr, il y a les situations d'urgence où on reçoit des patients, surtout dans des centres hospitaliers, qui arrivent en rapport avec des urgences médicales. Et au niveau du suivi, après, il y a... Et puis ensuite, l'oncologue prend en charge, jamais seul, très souvent quand même de façon collégiale avec des chirurgiens ou des radiothérapeutes ou d'autres intervenants, bien sûr, dans la maladie cancéreuse. Et puis, il y a un suivi, en effet, qui se fait par l'oncologue et puis par d'autres intervenants. En tant qu'oncologue, quelle place tu accordes aux médecines complémentaires ? Alors moi, comme tu l'as mentionné, j'ai une approche un petit peu particulière parce que sensibiliser dès le plus jeune âge à ces deux mondes, donc les médecines traditionnelles et notre médecine occidentale, je me suis formée à ce qu'on appelle la médecine intégrative, donc l'utilisation des outils des thérapies complémentaires en association aux traitements spécifiques. Donc j'essaye autant que possible d'avoir cette vision globale dans la prise en charge de mes patients. Donc tu penses que la médecine traditionnelle et les thérapies complémentaires interagissent ou au contraire qu'elles se complètent ? Non, je pense qu'elles se complètent vraiment. Je pense qu'on va de toute façon de plus en plus vers une médecine intégrative. C'est une terminologie qui a mis du temps à être écoutée, en tout cas entendue en France, parce que on appelait ça il y a quelques années les thérapies alternatives. Puis de thérapies alternatives, on est passé à thérapies complémentaires. Et aujourd'hui, on appelle ça enfin la médecine intégrative, mais c'est un mot qui est utilisé depuis déjà 20 ans aux États-Unis. Donc oui, je pense qu'on se dirige vers une vraie médecine intégrative. Donc toi, tu penses qu'aux États-Unis, c'est déjà en place depuis plus longtemps ? Oui, tout à fait. Il existe des centres de médecine intégrative en cancérologie, notamment, déjà depuis presque 20 ans, et qui fonctionnent très bien en accompagnement des traitements spécifiques. Donc c'est-à-dire qu'on a d'un côté les traitements conventionnels et à côté une équipe de thérapeutes. Oui, tout à fait. Et tout ça à disposition du patient. Et tout ça à disposition du patient, alors adapté bien évidemment au système, mais finalement avec aussi une partie gratuite pour le patient, parce qu'on parle souvent des problématiques de système de santé aux États-Unis, mais en tout cas pour les deux modèles que j'ai eu la chance d'aller voir, il y avait toujours une part gratuite pour les patients. Et l'idée, c'est à la fois d'aider aux différentes étapes de la maladie, donc pendant les traitements, après les traitements et en prévention. Et puis surtout, d'éviter les effets indésirables, qu'on connaît tous. Et enfin, d'éviter les dérives, parce que dans ce domaine, il y en a toujours et c'est quand même important d'en parler aussi. Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'engouement pour la médecine complémentaire, en tout cas en France, c'est évident. Et du coup, c'est vrai que parfois, c'est un peu catastrophique. Les gens s'automédicamentent, alors que s'il y avait vraiment cette complémentarité entre médecin et thérapeute, ce serait tout bénef. Et pour le patient, et pour le médecin, et pour tout le monde au final. Oui, tout à fait. Par exemple, si on prend le domaine des compléments alimentaires, on est quand même très vigilant, non pas parce qu'on est trop précautionneux, mais parce qu'il y a de vraies interactions. Et c'est très important de recueillir les compléments pris par les patients et de pouvoir vérifier auprès des pharmaciens s'il y a ou non des interactions avec les traitements spécifiques, notamment la chimiothérapie par exemple, ou même l'hormonothérapie qui est donnée à nos patients. Donc en France actuellement, il n'y a pas de centre comme ça qui existe ? Alors en France, il n'y a pas de centre, on va dire,
à proprement parler, c'est-à-dire en lien avec un CHU, en lien avec une université, comme c'est le cas aux États-Unis. Mais en tout cas, il y a des centres on va dire, de soins de support quand même qui s'ouvrent, dans lesquels les thérapies complémentaires sont utilisées, notamment les centres ressources, par exemple, qui existent dans différentes régions de France. Et toi, dans les hôpitaux, du coup, où tu officies, comment tu fais pour accompagner tes patients, justement en soins de support ? Alors moi, pour l'instant, je suis en transition. Quand tu me poses la question, je sens encore un petit peu de frustration. Aujourd'hui, à l'hôpital Pompidou, on a quand même... on va dire une association qui a été créée avec sophrologues, auriculothérapeutes et ostéopathes, donc à qui on peut adresser quand même nos patientes pour une prise en charge un petit peu plus globale. Et puis, en général, en fait, j'ai un réseau de thérapeutes externalisés à l'hôpital que j'ai tous soit contactés, soit rencontrés et avec lesquels je travaille en lien. Donc toi, tu as pu te créer un peu ton carnet d'adresses. Oui, tout à fait. C'est important de savoir où on envoie les patients en plus. Ah oui, pour moi, ça, c'est vraiment primordial. Donc on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a poussé à cette nouvelle vision de la santé, une vision intégrative ? Comme je le disais, c'est vrai que je suis née avec un père chirurgien et une mère thérapeute ayurvédique, donc déjà dans les ponts entre ces deux mondes, que j'aime appeler deux mondes, parce que en fait, plus on connaît les différences et plus on se rend compte quand même qu'il y en a. Et puis, ma mère a eu un cancer il y a plus de 10 ans et a utilisé énormément ces thérapies pour améliorer sa qualité de vie. Et en effet, j'ai vu les bénéfices directs. Et à une autre échelle, moi, j'utilise énormément les outils des thérapies complémentaires dans mon quotidien, même si ce n'est pas pour traiter un cancer, mais en tout cas, juste pour être en bonne santé. Qu'est-ce qu'elle utilisait, elle, de l'Ayurveda, non ? Alors, elle utilisait de l'Ayurveda, de la méditation, de l'alimentation, évidemment. Beaucoup d'outils intéressants. Quelle place, toi, d'ailleurs, tu donnes à l'alimentation ? Alors, l'alimentation, c'est vraiment intéressant parce que c'est très facile. C'est à portée de tous. Il faut simplement avoir en effet des conseils appropriés. L'alimentation, c'est très vaste. En France, quand même, je trouve que dans l'éducation, en tout cas des écoles diététiques, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire parce qu'on est toujours dans une démarche très quantitative, alors qu'on sait de plus en plus que ce qui importe, c'est la qualité et puis la qualité d'une assiette, en fait, et surtout donner l'envie de manger aux gens. Donc oui, pour moi, ça a une grande place. Et les recommandations actuelles sont aussi quand même un peu faussées, non ? Les recommandations actuelles sont un peu faussées, mais en train d'évoluer. J'ai vu qu'en effet, ils avaient diminué déjà les quantités de viande obligatoires. Il y a quand même des mesures qui sont en train d'être transformées. Qui évoluent un peu, oui. Et toi, tu donnes des conseils alimentaires à tes patients ou tu les orientes Non, je donne des conseils. Alors, c'est vrai qu'entre la France et les États-Unis, il y a quand même un gros gap. Aux États-Unis, les consultations de médecine intégrative, il y avait, on va dire, 60% de la consultation qui était orientée sur l'alimentation. Aujourd'hui, en plus, j'ai quand même la chance de travailler à Paris avec des gens qui ont quand même, on va dire, une culture, qui font quand même très attention à ce qu'ils mangent de base. Donc, en fait, les conseils alimentaires, finalement, c'est assez facile et ça ne fait pas forcément partie de leurs questions premières. Mais oui, bien sûr, je donne des conseils dès que c'est demandé. Et ça fait partie des cours de médecine ou pas ? Sûrement, on a eu des cours, on va dire, de diététique dans les cours peut-être en diabétologie, mais j'ai pas vraiment de souvenirs précis. C'est pas une matière principale. Non. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'épigénétique, c'est-à-dire comment l'environnement influe sur nos gènes. Est-ce que tu penses que l'environnement actuel est néfaste ? Est-ce qu'il est possible de s'en protéger, si c'est le cas ? Oui, je pense vraiment que, en tout cas, l'épigénétique, c'est une voie de recherche fascinante, qui a vraiment un sens dans les maladies, on va dire, du mode de vie, qui sont nos maladies modernes.
Et je suis convaincue qu'en effet, des modifications de notre environnement peuvent influencer positivement ou négativement, quand les maladies surviennent, notre être et notre terrain, oui. Après, c'est toujours à prendre avec des précautions, dans le sens où on est tous des êtres humains différents. Et finalement, ce qui peut être bon pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc c'est toujours difficile de faire des recommandations très larges qui ne s'adaptent pas à tout le monde. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut individualiser le discours en permanence. Exactement. Et quelles sont pour toi les erreurs les plus fréquentes commises en termes de santé ? Tu veux dire en général ? En général, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui te frappent dans le mode de vie des gens ou... Non, mais par exemple, vous parliez de l'alimentation. Moi, je travaille donc à l'hôpital en hospitalisation chez des patients qui vont quand même pas très bien. Combien de fois je rentre dans la chambre et il y a des bonbons, du chocolat dans les chambres de façon très importante. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas d'être complètement drastique et de couper tout sucre aux patients, mais c'est vrai qu'en proposant des choses un petit peu plus équilibrées, on sait quand même que le sucre a un impact sur la fatigue. Donc, rien que ça pourrait être intéressant de le mettre en place facilement. Le sucre, c'est quand même un vrai fléau, on peut le dire. Aujourd'hui, au niveau de toute la nourriture industrielle, on en retrouve partout. Oui, tout à fait, oui. Donc ça, ce serait bien de pouvoir trouver des solutions pour en mettre moins. Penses-tu qu'il soit possible de redevenir acteur de sa santé ? Ah oui, je pense vraiment qu'on peut tous redevenir acteurs de notre santé. Je pense que c'est... quand je parle de médecine intégrative, pour moi, ça fait complètement partie de la médecine intégrative. Aujourd'hui, on parle beaucoup des nouveaux métiers avec l'entrepreneuriat, etc. Mais finalement, c'est la même chose. C'est reprendre place et reprendre position de sa vie. Alors bien sûr en lien avec le médecin, le thérapeute et les différents acteurs qui nous accompagnent, mais en tout cas, qui de mieux que nous peut comprendre la douleur ou la peine ou le chagrin. Oui, je pense que c'est primordial de redevenir acteur de sa santé. Et c'est pas culpabilisant, c'est plutôt libérateur, non, au final ? Ah oui, c'est vraiment pas... Enfin, moi, je le perçois vraiment pas comme quelque chose de culpabilisant. Après, c'est vrai qu'il faut, en tout cas, tout dépend quelle maladie, évidemment. En cancérologie, ça convient pas à tout le monde. Il y a des patients qui sont très passifs et qui aiment vraiment être passifs, donc ça, c'est à respecter. Mais c'est peut-être dans le discours et dans la proposition qu'on peut faire sur leur laisser la possibilité d'exprimer leurs besoins. Bien sûr. Je crois savoir que tu es une adepte d'Ayurveda. Qu'est-ce qui te plaît dans cette médecine ? Alors, je connais bien, pas très bien, mais je connais bien parce que, en effet, je baigne dedans depuis longtemps. Moi, j'ai été très sensibilisée à deux choses, à tout ce qui est massage, qui dans l'Ayurveda est vraiment une hygiène de vie. Donc, il existe évidemment plusieurs types de massages, mais en tout cas, je l'ai vraiment perçu, et dès le plus jeune âge, c'est-à-dire finalement, même chez les nouveau-nés. Donc ça, c'est vraiment une grande force de l'Ayurveda. Et puis la deuxième chose, c'est tout ce qui est thérapie du corps et de l'esprit, et à savoir la méditation, qui est en effet issue des sciences contemplatives, notamment du bouddhisme, et dans lequel je trouve beaucoup de sérénité, mais aussi de créativité, d'inspiration. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma vie. Parce que la partie psychique est très importante. On le voit aussi particulièrement dans le milieu médical où il y a une surcharge de travail importante. Beaucoup de burn-out. Quel outil tu utilises pour toi te préserver, d'une part, mais aussi pour préserver tes patients ? La méditation peut-être, justement ? Oui, tout à fait. Merci de souligner ce sujet. En effet, il y a une grande augmentation des problématiques liées au burn-out ou simplement juste à des petits seuils d'épuisement professionnel, mais en rapport avec différentes
différents facteurs, et pas que environnemental, mais aussi des problématiques de gestion de ses propres émotions, et qui peuvent avoir un vrai impact dans la qualité des soins et dans la qualité de la relation patient-médecin. Moi, j'utilise en effet beaucoup de méditation. Ça fait une dizaine d'années maintenant, avec la chance d'avoir, on va dire, rencontré l'Association pour le développement de la mindfulness en France, à mon retour des États-Unis, qui fait un merveilleux travail sur l'enseignement de la méditation, en essayant de créer une vraie communauté en dehors, évidemment, de toute religion. L'idée, c'est en fait de pouvoir continuer et de pratiquer avec d'autres soignants, dans l'idée que ça peut être intéressant de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Oui, c'est important. C'est d'ailleurs, tu donnes toi aussi des cours, non, à des étudiants, je crois, en médecine Oui, en fait, je prends une tournure dans mon parcours un petit peu, inattendue pour moi, mais dont j'avais pas pensé il y a quelques années, un peu plus orientée vers la pédagogie, dans le sens où je me suis dit que pour faire connaître la médecine intégrative, il était intéressant de l'enseigner aux étudiants. Et du coup, par le biais de la méditation et de la mindfulness, j'essaye d'ouvrir des jeunes étudiants à cette médecine. Il y a des cours d'empathie aussi, non, qui sont donnés Oui, en fait, à la faculté, en tout cas Paris Descartes, à laquelle je suis rattachée, il y a plusieurs modules optionnels. Et il y a certains modules optionnels qui traitent plutôt de la relation médecin-malade et notamment sur la communication. Et puis, du coup, là, on vient d'ouvrir un module optionnel sur la méditation. Quel exercice tu recommandes, toi, pour calmer un trop-plein d'émotions ? Juste respirer 5 minutes, se concentrer sur sa respiration, fermer les yeux pendant 5 minutes, inspirer, expirer, et rien que ça calme un peu le rythme cardiaque. Oui, tout à fait. Est-ce que de donner des cours à des étudiants, tu penses que justement ça peut faire évoluer le débat vers une médecine plus intégrative ? Oui, en plus ils sont vraiment en demande. Aujourd'hui, en fait, depuis cette année, je suis doctorante au CRI, donc, qui est un centre de recherche interdisciplinaire, mais pas que. Où nous sommes aujourd'hui. Où nous sommes aujourd'hui, tout à fait. Et qui a mis en place, en tout cas développé un laboratoire de santé qui travaille sur l'interdisciplinarité en santé. Et dans ces axes en fait, d'interdisciplinarité, il y a en effet le bien-être des étudiants et la gestion des émotions, donc soit par l'empathie, soit par l'intelligence émotionnelle. Je pense vraiment que les étudiants en médecine ont besoin d'apprendre à gérer leurs émotions. En tout cas, j'aurais aimé, moi, qu'on me l'enseigne plus tôt. Je pense qu'on fait un métier qui est humain. Et pour rester dans l'humain, il est indispensable de reconnaître ses émotions et celles des autres, et puis de savoir les gérer. Oui, surtout. Et du coup, les retours de patients, je suppose que c'est aussi très important ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je souris parce que je crois que c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier, c'est cette relation avec l'autre. Et en fait, ils sont hyper contents quand on est ouvert à eux. J'ai l'exemple d'une patiente, je la prends souvent, mais c'était quand même très intéressant, qui avait une mastite radique, c'est-à-dire une complication de la radiothérapie locale avec un sein très très œdémacié. Elle était guérie, ça faisait déjà plus de 2 ans de la fin de ses traitements et c'était extrêmement invalidant pour elle. Et puis je la vois, ça faisait la 2e fois que je la voyais parce que c'était pas moi qui l'avais prise en charge initialement. Et là, je lui ai proposé différents outils, notamment un petit peu d'argile pour diminuer l'œdème. Au niveau local, je lui ai proposé d'aller voir un magnétiseur en qui j'ai confiance. Et finalement, elle est revenue à la consultation, elle n'avait plus rien. Et je ne sais pas si tout ça est lié aux thérapies complémentaires qu'elle a utilisées, mais en tout cas, rien que le fait d'avoir été écoutée, ça a été très important pour elle. Donc oui, on a des retours positifs quand on arrive un petit peu à s'ouvrir. Ça, c'est génial, oui. On parle aussi aujourd'hui de formation, entre guillemets, de patients experts. Donc des patients qui sont passés par la maladie et qui peuvent raconter leur expérience dans des débats, peut-être de médecins aussi, de thérapeutes. Ça, je pense que c'est
essentiel. Moi, je vais vous dire, j'ai appris la cancérologie non pas en cours, et non pas en tant que médecin. J'ai appris la cancérologie quand je suis partie aux États-Unis faire un stage en médecine intégrative et où leur enseignement a été de me mettre avec les patients. Et en fait, j'ai passé 6 mois avec les patients à faire la même chose qu'eux, à savoir, je sais pas, du yoga, des groupes de méditation, des groupes de parole. Et en fait, c'est juste avec l'échange que j'ai vraiment compris mon métier et les implications, les implications des traitements, les implications de vie qu'on connaît pas. Donc oui, c'est très important d'avoir le retour des patients. C'est une super démarche, ça. Ça fait partie du système d'éducation en médecine aux États-Unis ? Non, mais ça faisait partie en tout cas du système d'éducation du Mémorial, donc le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, qui a une unité dédiée à la médecine intégrative. Et en tout cas, ça a été leur approche pédagogique. Donc vraiment un apprentissage par l'expérience qu'ils m'ont offert. Et vraiment, je suis, en tout cas aujourd'hui, encore pleine de gratitude pour cet enseignement. C'est génial. Est-ce qu'on pratique ça en France ou pas ? Alors, on n'a pas beaucoup finalement de retours, on va dire, de patients. Il y a des séances plénières, je sais, quand même, dans les grands congrès de cancérologie, où de temps en temps des anciens patients interviennent. Mais en tout cas, en tant qu'étudiant, à part à l'hôpital directement, mais c'est un petit peu différent parce qu'on est dans un monde plus d'urgence et finalement, on n'est pas vraiment dans la réalité extérieure à l'hôpital. Non, moi, j'ai pas eu ça. En tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, ça existe, mais moi, j'ai pas eu cette approche. En fait, c'est des choses qui sont finalement assez simples à mettre en place. Oui, tout à fait. Dans les études de médecine, on pourrait tout à fait intégrer ce genre de module. C'est pas très contraignant et ça permet vraiment une ouverture d'esprit qui est hyper importante. Oui, redonner la parole aux patients. Ouais, au principal intéressé, voilà. Finalement. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour rester en forme ? Alors, qu'est-ce que je fais pour rester en forme ? J'essaye en tout cas de méditer tous les jours un petit peu. Je me suis remise au sport grâce à toi, je crois. Et puis, j'ai un mari qui cuisine très sainement. Donc, voilà, je lui dis merci tous les jours parce que je pense que sans lui, je mangerais très mal ou très peu. Très peu, finalement, ça va, puisqu'il n'y a pas d'excès. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? La santé. C'est une bonne base. Et quels sont tes plans à venir ? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, j'ai décidé en fait de faire une thèse de sciences. Donc, je suis doctorante au CRI pour aller un peu plus loin sur les questions de la pédagogie en santé, la compassion dans le soin et bien sûr la méditation. Donc, c'est un vaste sujet interdisciplinaire. Et puis, je mets en place, du coup, sous le nom The Mindful Apothèque, une plateforme en ligne pour partager avec la communauté scientifique, mais pas que, sur les avancées de la médecine intégrative, pour être en lien, en fait, en France et avec le reste du monde. Donc c'est un site qui est en anglais, qui n'est pas accessible, je sais, pour les francophones, mais j'espère qu'un jour, je pourrai prendre le temps de le faire en anglais et en français. En tout cas, voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me retrouver sous le nom de The Mindful Apothèque. Sur Instagram aussi. Et sur Instagram aussi. Et le site est déjà en ligne ? Et le site est en ligne, tout à fait. D'accord. Bien, merci beaucoup, Chloé. Merci, Cindy. Ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.